Bonjour, est-ce que c'est bon? C'est connecté? Vous êtes toutes là? Alors, Joseph, je ne sais pas si ça marche, je ne suis pas sûre. J'espère qu'on est tous bien connectés. OK. Alors, bonjour à tous. Et donc, je suis enchantée de vous accueillir aujourd'hui à côté de la super équipe de Fertilab de Barcelone et la doctora Mofa pour traiter des échecs répétés d'implantation. Donc, je vais tout d'abord laisser la parole à Gloria, qui va vous présenter la docteure, et je parlerai moi ensuite et on répondra à toutes vos questions. Merci d'être connectés et bon jour férié en France. Gloria, on t'écoute. Bonjour, Madame Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire spécial que nous avons organisé en collaboration avec Fertilab. Chez Fertilab Barcelona, nous sommes très heureux de commencer cette nouvelle collaboration. Je m'appelle Gloria Salgado, je fais partie de l'équipe internationale de Fertilab Barcelona. Et cela sera un plaisir pour nous d'aborder un sujet très relevant pour le patient qui suivent des traitements de procréation médicalement assistée et les échecs d'implantation. Alors, il s'agit d'un sujet complexe qui sera développé par notre directrice médicale gynécologue spécialiste en PMA, le Dr Federica Mofa. Ce webinaire servira également à résoudre vos doutes sur ces sujets ou pour poser d'autres questions sur la PMA au médecin. Alors, comment pouvez-vous adresser vos questions au docteur? C'est très facile. Dans la section questions, vous devez écrire vos doutes. Et c'est très important, seulement dans la section questions. Vous verrez qu'il y a un chat qui ne sera utilisé que pour interagir entre vous. Et ce n'est pas dans cette section où vous devrez poser vos questions. Les questions que vous posez au médecin seront totalement confidentielles. Aucun participant ne pourra les voir. Et là, je cède donc la parole au Dr Mofa, directrice médicale de Fertilab Barcelona. Merci beaucoup. Merci Gloria et merci Frédéric. Je suis très contente de pouvoir parler d'un sujet qui est très délicat dans la PMA, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des techniques qui sont de plus en plus avancées pour les traitements de fécondation in vitro. On arrive à stimuler les patientes, on arrive à obtenir des embryons en vitro dans la plupart des cycles. On sait qu'on développe les embryons jusqu'au stade de blastocyste, mais on a vraiment un moment très délicat et dans lequel on verra comment on peut aborder donc les tests pour savoir pourquoi un embryon il va pas s'implanter dans l'utérus et pourquoi il y a des patientes que passent à travers plusieurs transferts embryonnaires sans avoir une implantation. Donc, comment on peut étudier les différents aspects de l'implantation et améliorer surtout le taux de réussite des traitements. Donc, il faut tout d'abord dire que dans l'implantation, il y a deux acteurs principaux. Donc, d'un côté, il y a l'embryon et de l'autre côté, il y a l'utérus, évidemment. Donc, si on parle de l'embryon, il faut toujours étudier surtout la partie génétique des embryons parce qu'on connaît par la biologie que les échecs d'implantation sont la plupart des fois liés à des problèmes des chromosomes des embryons. Comment et quand on peut penser que les embryons qu'on transfère dans l'utérus, ils aient des problèmes chromosomiques? C'est dans des situations dans lesquelles, par exemple, l'âge maternel est avancé. Donc, quand la patiente est là plus que 38 ans,
ou encore plus vers la quarantaine, on sait que malheureusement, une bonne proportion de vos sites, ils vont avoir des anomalies des chromosomes. Ou bien aussi, ça peut arriver dans les cas où les patients, donc la femme et l'homme, peut-être ils ont des anomalies constitutionnelles des chromosomes, c'est-à-dire une anomalie du karyotype. Et encore, on peut avoir des anomalies des embryons liés, par exemple, à des problèmes du sperme. Donc aussi, le sperme peut apporter des problèmes d'anomalie des chromosomes. Et encore, on peut avoir aussi des mutations génétiques des deux côtés qui peuvent faire en sorte que l'embryon n'ait pas un potentiel d'implantation élevé. Comment on va étudier, disons, la partie génétique? D'un côté, dans les cas d'échec répété, on va demander aux patients de se tester eux-mêmes. À travers une prise de sang, on peut regarder le karyotype, soit les chromosomes. Et aussi, on peut tester directement l'embryon. Donc, le test sur les embryons, ça s'appelle le test du DPI, diagnostic préimplantatoire, où nous, on utilise le mot anglais PGTA, le test des chromosomes. Et ça se passe à travers la biopsie des blastocystes quand ils sont développés au J5 ou J6. Au laboratoire, les embryologues, ils vont prélever 4-5 cellules sur la partie externe de l'embryon. L'embryon est congelé et les cellules sont envoyées au laboratoire de génétique pour voir le résultat des chromosomes. Plus ou moins 15 jours après, on va obtenir un résultat qui est le karyotype de notre embryon. Si l'embryon, évidemment, il a des anomalies des chromosomes, on ne va pas l'utiliser pour le transfert. On va, disons, l'écarter du programme. Par contre, si on a un embryon qui a les chromosomes qui sont normaux, un karyotype normal, cet embryon, à ce moment-là, il va nous donner statistiquement une probabilité de 70-75% de données grossesse. Parce qu'il est passé déjà à travers non seulement la sélection à blastocyste des 5-6 jours, mais il est passé aussi à travers une sélection chromosomique. Donc, comme je disais, on a aussi le côté utérus. Donc, quand, imaginons que nous, on a testé les embryons, on a testé les patients pour la partie génétique et on a un embryon de très bonne qualité avec les chromosomes qui sont normaux, mais cet embryon, il ne s'implante pas. Donc, il faut effectivement étudier aussi du côté maternel, c'est-à-dire voir si l'utérus est parfaitement synchronisé avec l'implantation de l'embryon, voir si l'utérus n'a pas des problèmes qui pourraient empêcher l'implantation. Et quand je parle de problèmes de l'utérus, il y a le côté anatomie, c'est-à-dire il faut évidemment vérifier que la cavité de l'utérus à l'intérieur soit normale, qu'il n'y ait pas des polypes, des fibromes ou des anomalies constitutionnelles de l'utérus. Et ce type d'études, ça se fait par échographie 3D, hystéroscopie et parfois résonance magnétique. Il y a différentes conditions de l'utérus qui peuvent diminuer les chances d'implantation. Donc, voilà, je parlais des fibromes, polypes, anomalies, mais aussi l'adénomyose. Dans l'adénomyose, c'est une maladie que normalement de l'utérus, donc une anomalie de la paroi de l'utérus qui est plus fréquente, par exemple, chez des patients qui ont une endométriose. Il y a après d'autres tests qu'on peut faire directement sur l'endomètre.
On sait que la muqueuse interne de l'utérus, elle doit pousser correctement, donc il doit y avoir une épaisseur correcte de l'endomètre pour avoir des bonnes chances d'implantation. Et non seulement l'épaisseur, mais aussi donc la qualité de l'endomètre est importante et la synchronisation hormonale entre l'utérus et l'embryon. Aujourd'hui, on a plusieurs tests qu'on peut faire par biopsie de l'endomètre. Donc, on ira chercher un petit morceau, une petite biopsie de l'endomètre, possiblement au J5, donc le jour que théoriquement on veut implanter notre embryon, sur un cycle, disons, préliminaire, on peut faire une simulation des conditions de transfert, prélever la biopsie et envoyer cette biopsie au laboratoire. Là, on peut étudier en fonction aussi du laboratoire, mais nous, par exemple, on utilise beaucoup un laboratoire qui fait des tests génétiques sur l'endomètre et on regarde la fenêtre d'implantation. Donc, on va regarder si par rapport aux hormones, l'endomètre, il est en phase avec l'embryon. Et parfois, on pourrait trouver que la patiente elle a une fenêtre d'implantation qui est décalée, en avant ou en arrière, par rapport au J5. Et donc, il faut personnaliser le traitement hormonal pour que l'utérus soit en phase avec l'embryon. Ou bien aussi, dans la biopsie, on peut regarder s'il y a des infections chroniques, donc une endométrite, donc une infection, une inflammation de l'endomètre, qu'en général ne donne pas des symptômes. Donc, les endométrites, quand on les découvre, la plupart des fois, la patiente n'avait aucun symptôme, elle n'avait aucun signe clinique d'inflammation, infection intra-utérine. Et aussi, aujourd'hui, on regarde ce qu'on appelle la microbiote. Parce que une chose, c'est avoir une infection. Évidemment, ça, on traitera par antibiotiques. Mais une chose aussi, c'est être sûr et certain que dans l'utérus, il y a une ambiance correcte au niveau des bactéries. Vous savez qu'il y a des bactéries qui sont des bonnes bactéries. Elles sont très importantes pour l'implantation et pour le bon fonctionnement de l'utérus, comme dans des autres organes. On connaît très bien le fait que, par exemple, dans l'intestin, on a une flore intestinale qui est vitale pour le bon fonctionnement. Dans l'utérus, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait une flore bactérienne correcte pour avoir une implantation correcte. Peut-être la plupart d'entre vous, elles connaissent que les lactobacillus, c'est les bonnes bactéries qu'on retrouve au niveau du vagin, mais il faut qu'elles soient présentes aussi à l'intérieur de l'utérus. Donc, les tests de biopsie de l'endomètre, ils peuvent regarder tous ces aspects. Il y a aussi des tests de l'endomètre qui peuvent regarder aussi l'activation immunologique de l'endomètre. Le système immunitaire, il a un rôle fondamental sur l'implantation aussi. Et alors, encore, il y a des facteurs maternels qu'on appelle des facteurs circulants qui sont très importants pour l'anidation de l'embryon. Et je parle en ce moment du système immunitaire et du système de coagulation. Donc, chez les patients qui ont des échecs répétés, comme chez les patients qui ont des fausses couches à répétition, il est important d'aller voir que leur système de coagulation fonctionne correctement et aussi qu'il n'y a pas de soucis sur le système immunitaire. Quand on parle de la coagulation, évidemment, il y a des tests qui sont des prises de sang pour voir qu'il n'y ait pas un risque à augmenter. Parfois, c'est aussi un risque génétique. Il y a des tests génétiques qu'on peut faire pour voir si on a un risque à augmenter de thrombose et des microthromboses. Parce que ça,
empêche une implantation et surtout diminue le fonctionnement du placenta. Parce qu'on sait que au moment de l'anidation, il faut qu'il y ait la création des vaisseaux pour nourrir l'embryon. Si il y a des problèmes de coagulation, il n'y a pas une bonne croissance, disons, du placenta qui va soutenir une grossesse correcte. Par rapport au système immunitaire, on sait qu'il y a des maladies auto-immunes franches, il y a des patientes qui ont des maladies auto-immunes connues, mais il y a aussi des maladies auto-immunes qui ne donnent pas des symptômes. Par exemple, il y a la thyroïdite auto-immune, elle est très fréquente dans les femmes dans un âge de la reproduction, et la plupart des fois, ça ne donne pas des symptômes. Mais on découvre, par prise de sang aussi, qu'il y a des anticorps, des auto-anticorps qui circulent et qui peuvent aussi créer une situation défavorable pour l'anidation. Donc, quand on se trouve face à face à une patiente qui a des échecs répétés, comme je disais, il faut aller un peu plus en profondité sur tous les aspects. L'aspect embryonnaire, l'aspect maternel, entendu comme donc l'anatomie de l'utérus, en étude de l'endomètre et aussi en étude du système de coagulation et système immunitaire et aussi toute l'étude génétique du couple. Là, maintenant, je ne sais pas si je peux commencer à répondre à des questions. Aussi, Frédéric ou Gloria, elles veulent me poser directement des questions. Oui. Federica. Ah, pardon. Gloria, oui? Oui, alors j'allais juste informer que c'était le moment de résoudre tous les doutes que notre public nous a écrit anonymement dans la section questions. Alors moi, je voulais juste revenir là pendant peut-être 2 minutes qu'on pose des questions sur la partie de la microbiote que la doctora Moffat a précisé. Alors pour moi, c'est un sujet vraiment très très intéressant qui pourrait faire l'objet d'un autre webinaire parce qu'on sait aussi maintenant que les microbiotes sont reliés entre elles. C'est-à-dire, la docteure, je suis sûre qu'elle peut mieux expliquer que moi. Mais on sait que si on a un problème de microbiote intestinal, ça peut jouer sur sa microbiote vaginale. Il y a même d'autres microbiotes dans le corps. Et un des travaux d'accompagnement que fait Fertilog avec les femmes et les couples que j'accompagne, c'est de justement améliorer la microbiote générale du corps pour toujours essayer d'être dans les meilleures conditions de réussite lors du transfert d'embryon. Oui, je suis absolument d'accord. Donc, je vais parler de la microbiote justement pour ça, mais c'est vraiment prouvé que il y a des études qui ont montré que dans une population des patientes qui allaient faire un transfert embryonnaire par fibre, il y avait statistiquement la moitié des chances de tomber enceinte si on avait une microbiote défavorable. Donc, du coup, c'est important de faire les tests de la microbiote par biopsie endométriale. Ça, c'est très spécifique parce qu'on va vraiment regarder la microbiote à l'intérieur, mais aussi, comme Frédéric l'a bien dit, c'est très important que d'office, toutes les patients et les couples, puissent se retrouver dans des conditions de départ favorables. Donc, moi aussi, je donne toujours aux patients des probiotiques orales. Et ça, c'est parce que l'intestin, si on colonise positivement l'intestin par les lactobacillus, tôt ou tard aussi, la microbiote vaginale va s'améliorer. En réalité, on dit que plus ou moins, si une patiente a une microbiote défavorable,
ça va tarder plus ou moins 1 mois pour revenir à des conditions idéales. Donc, chez les patientes, on donne par voie orale pour l'intestin et indirectement pour le trait reproducteur, mais aussi par voie vaginale directement. Et moi, je préfère donner les deux en même temps. En tout cas, on risque pas d'exagérer avec les probiotiques. Hein. Non, on peut en abuser, on peut en abuser. Donc, au pire, voilà, on arrive à un état équilibré plus vite. Oui, je voulais revenir là-dessus parce que c'est très marrant quand j'accompagne un couple ou une femme et que je leur dis dès le début, est-ce que tu prends des probiotiques? Est-ce que tu en as déjà pris? Est-ce que tu voudrais en prendre? Et des fois, elles ont l'impression que j'ai pas compris qu'elles venaient me voir pour de l'infertilité. Mais voilà, docteur, tu l'as très bien expliqué. Il y a une autre chose que je n'ai pas dit parce que ça, c'est plus peut-être lié à des fausses couches à répétition. Mais il y a aussi des études qui montrent que les taux, par exemple, de vitamine D sont très, très importants pour être dans des conditions idéales pour une implantation et une grossesse. C'est prouvé que aussi la thyroïde, elle fonctionne moins bien si on est en déficit de vitamine D et qu'il y a plus de risque de fausse couche chez les femmes qui sont en déficit. Donc, et quand nous, maintenant, en routine, on fait le test de la vitamine D chez toutes les patientes, du même qu'on fait le test pour la thyroïde, et on trouve que, moi je dirais que le 80% de nos patients sont en déficit de vitamine D, parce que toute la population est en déficit. Et encore plus cette année avec le Covid et le confinement qu'on a tous vécu, on voit des taux encore plus bas que ce qu'on voyait avant. La vitamine D, oui, c'est très, très important. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent chez les patientes que j'accompagne, c'est une intolérance au gluten. Alors, je ne sais pas si ça peut vraiment expliquer un échec d'implantation, mais c'est une piste qui devient aussi sérieuse, ça, l'intolérance au gluten. Oui, je suis parfaitement d'accord et ça rentre dans ce que j'appelle le problème du système immunitaire. Hein. Donc, je ne vais pas détailler tous les tests qu'on va demander, mais entre autres, évidemment, il y a le test de la cœliakie, parce qu'en réalité, on voit des auto-anticorps. Hein. Donc, la cœliakie, c'est une intolérance, c'est-à-dire que notre système immunitaire, il a une intolérance vis-à-vis du gluten. Hein. Donc, ça fait partie des échecs basés sur le système immunitaire. Alors, dire qu'une patiente qui a la cœliakie ne pourra jamais tomber enceinte, c'est pas automatique, hein, c'est pas blanc ou noir ou 100%, mais c'est vrai que c'est une alarme hein, du fait que le système immunitaire est hyperactif. Oui, c'est très intéressant. Peut-être peut-on répondre à quelques questions. Gloria, est-ce que tu veux… Bien sûr. Alors, nous commençons par la première question. Bonjour, est-ce que l'infertilité est héréditaire? Merci à vous. L'infertilité est héréditaire? Oui. On peut dire qu'il y a des cas d'infertilité héréditaire si on a certains types de mutations. C'est pas trop fréquent par mutation. Par exemple, il y a des mutations sur le chromosome X pour les femmes. Hein. Ça s'appelle, il y a un test qui s'appelle le test de l'X fragile, hein, le gène FRAXA. Donc, on sait qu'on peut hériter, disons, la tendance, par exemple, à une ménopause prématurée, hein, si on a des mutations sur le chromosome X. Ou bien sur les chromosomes Y chez les hommes, hein, et il y a aussi des mutations, des microdélétions qu'on peut aller chercher pour voir s'il y a une base génétique. Mais la plupart des fois, quand on fait les tests,
on ne trouve pas vraiment un seul gène qui est responsable, une seule mutation qui est responsable de l'infertilité. Disons qu'on peut hériter de nos parents certaines caractéristiques et entre autres aussi la fertilité ou infertilité. Il y a aussi la possibilité de trouver sur le karyotype, comme je disais, donc pourquoi c'est important de faire les tests génétiques, parce qu'on peut trouver, par exemple, des anomalies des chromosomes, des translocations. Donc, le patient qui a la translocation, il a une translocation équilibrée, il est en bonne santé, mais du moment qu'il va se reproduire, cette translocation chromosomique, elle peut se déséquilibrer et donc l'embryon, du coup, il n'est pas capable de s'implanter ou voir s'il s'implante, il donne une fausse couche. Okay? Donc, à la réponse, est-ce qu'il y a une origine génétique de l'infertilité? Il peut y avoir, il y a certains tests qui peuvent déterminer ça. Ce n'est pas tellement fréquent, c'est plus normalement multifactoriel. Au docteur Moffat. Alors, suivante question. Bonjour, faut-il faire une biopsie de l'utérus? Alors, moi, dans les échecs répétés, je conseille la biopsie de l'endomètre. Oui, je la conseille parce que, comme je disais, il y a des anomalies où, par exemple, la synchronisation, et ça, on ne voit pas par échographie, on ne voit pas par simple hystéroscopie, résonance. Il faut vraiment, à un moment donné, analyser un bout d'endomètre pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'endomètre au moment qu'on veut transférer un embryon. Donc, mais moi, je demande ça pas en routine à toutes les patientes. Moi, si c'est devant moi une patiente qui a jamais fait un transfert d'embryon et j'ai pas une suspicion qu'il se passe quelque chose dans son utérus, je ne demande pas une biopsie d'endomètre d'emblée. Ce serait simplement un cas d'échec répété. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons cette question. Attendez, le stress peut avoir un mauvais impact dans l'implantation? C'est une très belle demande à laquelle nous, les médecins, on n'a pas beaucoup de réponses, mais je dirais qu'en fin de compte, oui, dans le sens qu'on sait que le système nerveux, il a quand même une influence sur le système immunitaire, ok? Et donc, il peut y avoir un impact indirectement aussi sur les taux d'hormones. On sait par exemple qu'une patiente est super stressée, que la prolactine augmente, il peut y avoir peut-être de troubles aussi du fonctionnement de la thyroïde, etc. Le stress tout seul ne peut pas empêcher l'implantation. Si tout le reste fonctionne, en général, simplement le stress ne va pas empêcher l'anidation d'un embryon, parce que sinon, des patientes fertiles, on sait que les femmes, elles tombent enceintes même quand il y a une guerre ou des situations dramatiques. Donc, tout seul, non. Mais dans un cas d'hypofertilité et où il y a aussi d'autres problèmes, le fait que le stress altère le fonctionnement du système immunitaire et nerveux et hormonel, ça peut jouer. Merci beaucoup. Alors, nous avons cette question. Est-il possible d'avoir un échec d'implantation en ayant fait un don d'ovocytes? Il est possible, oui. On n'a pas le 100% des embryons qui proviennent d'une donneuse qui vont donner une grossesse. Sinon, on aurait 100%. Actuellement, les statistiques de Fertilab nous disent que sur un blastocyste de donneuse qu'on transfère dans l'utérus d'une patiente, on a 50% de chances d'avoir un bébé dans les bras. 50% de chances, c'est beaucoup si on le regarde dans certains côtés. En même temps, la patiente, elle peut dire 1 sur 2. Qu'est-ce qui se passe avec l'embryon qui n'a pas implanté? Et encore une fois, même si c'est des embryons à provenance d'une donneuse, il faut penser que même chez les donneuses, ils ne sont pas tous parfaits, les embryons. Donc, il peut y avoir aussi un facteur embryonnaire, il y a une variabilité naturelle qui fait que
la nature, elle va quand même sélectionner des embryons, même s'ils proviennent d'une femme jeune, hein, parce qu'ils ne sont pas complètement normaux ou ils n'ont pas donc, les caractéristiques pour donner un bébé en bonne santé. Donc, il y a déjà une super sélection naturelle et ça, on va jamais se passer de la sélection naturelle, même si on est dans une éprouvette, même si on contrôle toutes les étapes et même si l'ovocyte, en principe, vient d'une femme jeune. Et à part ça, même en don d'ovocyte, il y a tout le côté maternel. Et donc, on sait que chez les patientes qui ont un certain âge, les receveuses, pas toutes, hein, mais la plupart des receveuses ont plus que 40, 45, hein, et quand on va vraiment dans la tranche d'âge qui s'approche à la cinquantaine, et on en a, nous, des receveuses dans cette tranche d'âge, aussi, tout le côté système immunitaire et système de coagulation, il peut avoir un rôle encore plus important, hein, parce qu'on sait qu'avec l'âge, on a plus de risques voilà, de faire des thromboses aussi, et des choses pareilles. Merci beaucoup, Dr Moffat. Alors, nous avons une personne qui nous adresse cette question. Bonjour, j'ai une AMH faible et j'ai déjà fait une FIV classique et une FIV ICSI sans succès et pas d'embryon congelé. Quels sont les examens que je pourrais faire en plus pour voir les problèmes d'échec d'implantation? On m'a implanté un GIR2 et un GIR3. Merci beaucoup. OK. Moi, je n'ai pas une information importante. Je n'ai pas l'âge de la patiente. Parce que l'AMH, c'est l'hormone qui nous donne une idée de la réserve ovarienne. Mais ce n'est pas la même chose en échec d'une patiente qui a une AMH faible et a 30 ans, ou 32, ou 35, ou qui a 41, 42. Donc, ce n'est pas la même chose. Si une patiente qui a l'AMH faible, elle est quand même relativement jeune, on peut quand même penser qu'il y a un problème sur le côté utérus et implantation. Si la patiente a déjà plus que 38 ans, c'est clair qu'il faut penser que les embryons ont des problèmes des chromosomes et donc j'indiquerai plutôt un diagnostic implantatoire. 36 ans, elle a, s'il vous plaît. 36 ans. Donc, on peut penser qu'elle est encore dans un âge favorable par rapport aux problèmes des chromosomes des embryons. Donc, dans ce cas-là, moi, j'irai étudier, voilà, faire peut-être une biopsie de l'endomètre et étudier le côté immunitaire et Oui. coagulation. Mais avec une AMH faible, ça montre aussi que la qualité des ovocytes est peut-être pas assez bonne aussi pour un bon embryon. L'AMH, c'est vraiment un paramètre qui donne de quantitatif, qui donne une idée de la réserve ovarienne. Hein? La qualité des ovocytes est beaucoup plus liée à l'âge en soi-même. C'est clair qu'une patiente qui a une AMH faible, son problème, c'est qu'elle ne va pas donner beaucoup d'ovocytes et pas beaucoup d'embryons. Donc, par exemple, ils n'ont pas attendu le blastocyste. Déjà, moi, j'attendrai au moins dans un cycle d'aller au blastocyste pour voir la sélection, même si on ne fait pas une sélection par des pays, au moins faire la sélection in vitro sur les 5-6 jours de culture. Merci. D'accord, merci beaucoup. Nous avons cette question. Les embryons vitrifiés peuvent provoquer un échec d'implantation? Merci. La réponse rapide est non, dans le sens que aujourd'hui, si l'embryon est vitrifié avec les techniques qu'on utilise de congélation ultra rapide, et si l'embryon il survit correctement à la décongélation, son potentiel d'implantation est le même qu'il avait avant congélation. Donc, pour dire que la technique en soi ne va pas diminuer les chances des embryons si la survie est complète. L'échec de survie actuellement dans nos laboratoires est inférieur à 5%. Donc, la plupart des embryons vitrifiés, ils vont survivre parfaitement à la décongélation et donc leur potentiel est le même qu'avant. Maintenant, si l'embryon avant, ce n'était pas un bon embryon,
c'est clair qu'il garde son taux d'implantation lié à sa qualité propre. D'accord, merci beaucoup. Alors, suivante question. Bonjour, j'ai 35 ans et j'ai effectué une biopsie de l'endomètre et une astéroscopie qui est revenue normale. Je suis en PMA depuis 2 ans et nous avons effectué beaucoup de transferts d'embryons J5. Que faut-il faire d'autre? Alors, encore une fois, il faut voir si les embryons J5, quel était l'âge de la patiente, etc. Ah non, elle a dit 35. Elle n'a pas dit 35? Elle a dit 35. 35 ans. Dans ce cas-là, il faudrait voir aussi sur le système immunitaire de coagulation, comme je disais, mais même chez une patiente qui a 35 ans et qui a fait, je ne sais pas, plus de 3 ou 4 transferts de blastocystes, j'appliquerai en test du DPI et aussi faire des tests génétiques aux patients. Je ne sais pas s'ils ont fait les karyotypes. Il faudrait un peu aussi étudier le côté génétique des patients et des embryons. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons cette question, Dr Moffa. Faut-il faire matrice lab? Matrice lab est un type d'analyse de la biopsie de l'endomètre. Donc, moi, j'ai l'habitude de travailler avec des patientes qui sont ici en Espagne ou dans d'autres pays et qui font le test matrice lab ou bien d'autres types de tests. Donc, c'est un des tests disponibles sur le marché et c'est un des tests qu'on utilise. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons cette question. Si on a un problème de l'endomètre, quelles sont les solutions qui peuvent aider à l'implantation? Merci beaucoup. Ok, il faut voir si le problème de l'endomètre, c'est un problème, comme on disait, d'endométrite, c'est-à-dire vraiment qu'on détecte une infection, on donnera un traitement par antibiotique. Si on trouve que le problème, c'est un problème de la microbiote, on va corriger avec les probiotiques. Si c'est un problème de synchronisation de la fenêtre d'implantation, on va cibler avec le protocole hormonal. Donc, il y a, une fois qu'on a fait un diagnostic, en fonction du type de problème, on va mettre en place des solutions personnalisées pour la patiente. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons juste une petite information de la dame qui nous a adressé avant qu'on ne savait pas son âge. Et la dame qui avait la AMH faible, Oui. elle nous a informé qu'elle a 36 ans. Oui, oui, mais je pense que j'ai déjà répondu à ça. Oui. Et maintenant, elle indique qu'elle n'a pas pu obtenir des blastocystes parce que ça n'a jamais tenu. Donc, c'est peut-être un facteur masculin dans ce cas alors. Ça n'a pas tenu, mais elle a dit qu'elle a fait les transferts à J2, J3, donc on ne sait pas. Si elle a fait les transferts à J2, J3, ils ne sont pas allés à blastocystes. Elle n'a pas eu les blastocystes parce qu'ils ont fait les transferts avant. On ne sait pas si les embryons auraient arrivé. Non, c'est pas très clair. Peut-être Pauline veut dire qu'elle a pas. Ils voyaient que les embryons ne se développaient pas bien et ils ont préféré transférer plutôt que d'attendre. C'est vrai qu'on n'a pas les bonnes informations. On ne sait pas. On ne sait pas. Attendez, j'ai un retour. Peut-être qu'il faut arrêter les micros. Je disais que. Alors, ça dépend aussi du laboratoire et ça, c'est vraiment aux critères du laboratoire qui a fait la fécondation. Donc, ça dépend aussi s'ils ont des conditions pour maintenir les embryons jusqu'au blastocyste. Par exemple, je sais qu'en France, il n'y a pas beaucoup de centres qui ont des incubateurs de nouvelle génération comme les embryoscopes. Nous, on a des incubateurs qui ont des caméras et qui nous permettent de faire le suivi des embryons dans des conditions idéales pendant 5 jours et les biologistes, ils regardent par caméra. Donc, on n'a pas vraiment peur de garder les embryons, même si au J2, J3, ils sont encore un peu lents. Nous, on pense que ça ne vaut pas la peine de les transférer dans l'utérus. Il vaut mieux voir réellement
qu'est-ce qu'ils font jusqu'au J5. Et au pire, ne pas faire le transfert si on voit que l'embryon n'arrive pas à J5. C'est aussi un diagnostic. Donc, là, il faudrait voir si les blastocystes ne sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas tenu 5 jours dans l'incubateur ou parce que simplement, on a préféré les transférer avant. Je comprends que donc ils ont dû lui en transférer peut-être 1 ou 2 à J2, J3 et qu'ils ont essayé de pousser les autres qui n'ont pas été jusqu'à J5. Si, en principe, les autres, peut-être elles étaient les embryons déjà moins bons du cycle, donc ils ne sont pas arrivés. Mais c'est clair que il faudra faire aussi, je pense, voilà, des tests. Ça dépend aussi si les facteurs masculins, on peut faire des tests aussi sur le sperme, comme la fragmentation d'ADN, comme le test FISH sur les chromosomes des spermatozoïdes et aussi le karyotype des patients. Bon, Frédéric, je ne sais pas si vous souhaitez nous raconter un peu de Fertilo ou si vous avez des questions, beaucoup plus de questions pour adresser au docteur Moffat. Merci Gloria, mais je vois qu'on a une nouvelle question, donc peut-être on peut terminer. Tout à fait, oui, ça vient d'arriver. Et ça me paraît important pour cette personne de répondre à sa question. Gloria, tu souhaites la lire? Oui, bien sûr, Frédéric. Alors, nous avons cette question. J'ai obtenu 9 J5 qui a donné un échec et 4 jour 3. Et je suis en attente du prise de sang immunitaire et coagulation. Et les deux transferts jour 3 frais a donné une implantation et une fausse couche à 10 et une grossesse biochimique. Oui, encore plus avec cette information. Je pense que c'est la dame, attendez, qui avait 35, 36 en tout cas, 9 embryons J5 et, oui, 4, c'est ça. et 4 J3, une fausse couche à 10 semaines, une grossesse biochimique, ça oblige, entre guillemets, à se faire des tests génétiques, le karyotype chez les patients et sûrement en DPI sur les embryons. Même si les karyotypes des parents reviennent normal et même si la patiente a moins que 38 ans, dans un cas pareil, je conseillerais un DPI absolument. Ouais. Merci beaucoup. La personne qui n'a pas eu de blastocyste nous indique que le spermogramme est top, mais bon, ça veut dire quoi un spermogramme top? Probablement dans des paramètres de normalité, donc on peut penser que peut-être c'est pas lié à la qualité du sperme, hein, c'est probablement plus lié à la qualité des ovules, parce qu'en plus la MH faible, oui, donc si j'ai dit que la qualité des chromosomes est liée à l'âge, mais peut-être la qualité des ovules pour donner un certain nombre de blastocystes est aussi liée à l'ovule, à son cytoplasme, donc à des facteurs aussi qui doivent soutenir le développement embryonnaire. Et ici aussi, en tout cas, je pense que des tests génétiques et les tests d'implantation sur l'utérus sont importants pour arriver à compléter le diagnostic. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Alors, j'en profite, comme Gloria me le proposait, pour donc présenter Fertilog à celles qui ne connaîtraient pas encore. Donc, Fertilog propose un service d'accompagnement pour les Françaises qui viennent en Espagne faire une PMA. Puisque je me suis rendu compte qu'on était toujours très bien encadré dans une clinique d'infertilité espagnole, mais à l'extérieur de la clinique, on se retrouvait souvent seul et un peu perdu. Souvent,
on fait des montagnes russes émotionnelles et bien sûr, l'équipe médicale ne peut pas toujours être là pour ces moments-là, ces moments un peu difficiles. Donc voilà, Fertilog propose une aide émotionnelle et un accompagnement pendant toute la durée de votre protocole et de votre parcours en Espagne. Et c'est complètement gratuit, c'est une aide totalement gratuite si vous venez faire votre traitement chez Fertilab. Vous avez automatiquement l'aide de Fertilog inclus. Et pourquoi? Parce qu'une femme qui est accompagnée, encadrée, chouchoutée, aimée, c'est une femme qui se sent bien, c'est une femme qui est en confiance et c'est une femme qui tombe plus rapidement enceinte. Et donc, c'est exactement ce qu'on cherche avec toute l'équipe de Fertilab, comme on a pu vous le présenter aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Et merci beaucoup, Dr Moffat, d'avoir résolu les doutes de notre public. Ce fut un plaisir d'être ici avec vous. Et avant de terminer, je voudrais vous rappeler que vous disposez de plusieurs moyens pour contacter Fertilab Barcelona. Vous pouvez nous contacter via le site web fertilab.com/fr ou par email france@fertilab.org. Notre équipe d'assistantes médicales sera heureuse d'aider tous les utilisateurs de Fertilab. N'oubliez pas que nous offrons des conditions spéciales pour que votre rêve devienne réalité avec nous. Et voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Passez une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.